Pour ce faire, aujourd'hui, on accueille M. Yann Chantrel, coordonnateur au Comité consultatif pour la clientèle judiciarisée adulte, mieux connu sous l'acronyme CCCJA, avec plus de 15 ans d'expérience dans le domaine de conseiller et une grande ouverture sur l'employabilité et l'entraide. C'est avec un immense plaisir que nous aurons la chance de vous présenter des témoignages touchants et des solutions concrètes pour démystifier les préjugés derrière la réalité vécue de millions de personnes. À vous tous qui nous écoutent en direct du Salon de l'Emploi, nous vous souhaitons de belles recherches. Tout d'abord, merci d'être avec nous, Yann. Comment vas-tu? Bonjour, merci, ça va bien, merci pour l'invitation. D'accord. Alors, pour mieux comprendre le rôle d'un comité consultatif, pourrais-tu nous situer dans l'ensemble de l'objectif visé par le CCCJA? Alors, l'objectif du CCCJA, justement, son objectif premier, c'est de faire des avis et des recommandations auprès de la Commission des partenaires du marché du travail pour favoriser justement l'insertion et le maintien sur le marché du travail des personnes judiciarisées. Et en fait, D'accord. notre comité, ouais. Oui, alors par quel moyen est-ce qu'on peut parvenir à faire ce type de travail avec la clientèle justement judiciarisée? Par quel moyen vous y arrivez? Alors en fait, notre comité, le comité consultatif, il est composé justement d'organismes spécialisés auprès dans l'employabilité des personnes judiciarisées à travers tout le Québec. On a justement un organisme membre qui est la présidente du CCCGA qui est à Laval, qui s'appelle OPEX Laval. Et leur but justement, c'est d'accompagner et d'aider les personnes, les travailleurs judiciarisés à pouvoir s'insérer sur le marché du travail. Et c'est à travers leur expertise on a justement la possibilité de voir concrètement les problématiques qui peuvent se poser sur le terrain, les freins qui peuvent y avoir pour leur insertion. Et ça nous permet justement, par rapport à tous nos membres qui sont présents sur le terrain, de pouvoir faire des recommandations pour améliorer justement cette insertion et ce maintien en emploi. D'accord. Et en tant que communauté d'affaires, dirais-tu qu'on a une responsabilité au niveau de l'insertion justement de ces gens qui arrivent avec peut-être un parcours plus éloigné du marché du travail? Je pense qu'on a tous quelque part une responsabilité justement pour permettre à la société justement d'être plus sécuritaire parce que avoir un emploi, ça lutte fortement contre la récidive justement des personnes qui peuvent être judiciarisées puisque ça permet d'avoir un toit, ça permet d'avoir une stabilité sociale ou même affective. Donc c'est vraiment un élément, je vais dire, dans nos vies d'avoir un emploi central pour permettre aux personnes de s'épanouir et de pouvoir aller de l'avant. Donc effectivement, on a comme quelque part une forme de responsabilité sociale aussi à avoir par rapport à ça. Et donc, effectivement, les entreprises y contribuent en embauchant justement des travailleurs judiciarisés et participent aussi au bien-être de la société au-delà de juste occuper un emploi. Puis, si on pourrait situer là, les employeurs peut-être qui n'ont jamais fait affaire avec la clientèle judiciarisée, quel impact ça a sur la vie de ces gens-là qui ont une deuxième chance ou une première chance en insertion d'employabilité par la suite avec un parcours qu'ils ont vécu? Quel dirais-tu quel serait le plus grand impact derrière ça? Je pense que l'impact qui est important, c'est déjà, bon, comme il y a des fois des barrières, que c'est plus difficile. Hein. D'ailleurs, nous-mêmes, on a lancé une campagne de sensibilisation auprès des employeurs depuis un peu plus d'un an, depuis 2019, justement, pour les sensibiliser sur l'embauche des personnes judiciarisées. Alors, ce qu'il faut savoir, des fois, il y a des freins, c'est plus difficile de trouver un emploi parce que ils ont tendance à être plus stigmatisés justement par rapport à leurs antécédents judiciaires. Ce qui fait que quand vous faites confiance à un travailleur judiciarisé, il est souvent très reconnaissant parce qu'il a eu un parcours qui a été semé d'embûches, de difficultés pour pouvoir se réinsérer. Donc, dans le climat actuel où des fois c'est difficile de maintenir les travailleurs, ben, vous avez une possibilité de maintien aussi peut-être plus important à partir du moment où ça va au-delà de juste vous avez offert un emploi. La personne est vraiment très reconnaissante de lui avoir donné cette chance que d'autres ne lui ont pas donné. Donc, je pense que ça, c'est un facteur vraiment important en termes de maintien. Et ce qu'il faut savoir, si par exemple des employeurs qui nous regardent peuvent avoir des inquiétudes ou se posent des questions, bah justement, les organismes spécialisés comme OPEX Laval, par exemple, sont là pour aussi guider les employeurs, pour prendre en compte, par exemple, leurs questionnements, pour y répondre, pour pouvoir leur mettre à disposition des personnes, leur recommander des personnes qui correspondent justement à ce qu'ils recherchent.
Je pense que c'est important aussi d'utiliser cette expertise qui est présente dans la région de Laval pour les accompagner, pour les aider et des fois aussi peut-être briser un peu des préjugés qu'on peut avoir ou autres pour vraiment aller de l'avant et pouvoir combler des fois souvent même des pénuries ou des problématiques. Je pense que c'est pas quelque chose auquel on pense forcément au premier abord, mais je pense que c'est une option que les employeurs doivent essayer d'envisager pour combler justement leur demande, leur offre d'emploi. Puis, en nombre, est-ce que tu pourrais chiffrer le nombre de personnes justement que ça touche? Pour les personnes judiciarisées, j'imagine que vous avez un pourcentage ou un nombre ici au Québec. Ouais, c'est 14% de la population, ce qui est beaucoup, hein. C'est pratiquement 1 million de Québécois et Québécoises qui ont un casier judiciaire. Donc, sur 8 millions de personnes, comme vous pouvez voir, ça fait beaucoup. C'est 20% des hommes. Donc, c'est un homme sur 5 qui a un casier. Donc, finalement, je vous dirais presque, c'est dans votre environnement, finalement, c'est dans votre cercle, même proche des fois, hein, plus ou moins proche de relations, sans forcément que vous le sachiez. Ben donc ça concerne, donc c'est quand même un enjeu important. C'est pour ça que les impacts peuvent être importants, parce que ça nous touche tous, même indirectement, hein. Ça peut toucher un conjoint quand vous êtes en conjoint, que vous avez une difficulté pour vous insérer sur le marché du travail. Ça ne touche pas que vous, ça peut toucher aussi vos enfants, votre famille, indirectement. Donc en fait, les impacts sont finalement multiples et concernent tout le monde. Donc finalement, c'est toute la société dans son ensemble qui devrait être concernée par cet enjeu-là pour essayer de l'atténuer, de faciliter la réhabilitation sociale des personnes. Les personnes qui sont disponibles actuellement, qui sont présentes, ont purgé leur peine. Elles ont purgé leur peine à la société. Elles demandent qu'à se réhabiliter. Donc, donnons-leur au moins cette possibilité-là. et on a tous un rôle à jouer par rapport à ça. Puis, par des exemples concrets, peut-être d'exemples de cas que vous avez vécu ou que tu es peut-être sensible, est-ce que tu pourrais peut-être nous aiguiller à savoir comment ça se passe dans la réalité quand quelqu'un, justement, a terminé sa peine puis se replace en employabilité? Quelles sont les mesures sur le terrain qui sont pour, justement, accompagner ces gens-là, puis peut-être jusqu'au parchemin d'avoir l'emploi pour pouvoir guider un employeur à savoir on part de où, on fait ça comment en réalité là, dans le contexte d'aujourd'hui? Alors, il faut savoir que c'est très divers, hein. Comme vous avez vu, il y a 1 million de personnes, donc les parcours sont très divers, sont très différents. Il y a des personnes il y a 2 tiers, par exemple, de personnes judiciarisées qui ne sont jamais allées en détention. Donc, c'est sûr que les enjeux peuvent être un peu différents quand on est allé en détention, mais on est très suivi en même temps. Donc, il y a des parcours, les organismes spécialisés, il y en a même qui sont en détention, c'est-à-dire qu'ils les accompagnent déjà avant même la sortie de détention pour être prêts sur le marché du travail. Et même en détention, souvent, il y a aussi des formations qui sont faites. Les personnes ont la possibilité de se former dans certains domaines, que ce soit dans les buanderies. Il y a beaucoup d'activités finalement qui ont lieu au sein des détentions et autour des détentions. Et après, le cheminement d'une personne, effectivement, bah, c'est souvent à travers l'accompagnement, en tout cas principalement, à travers l'accompagnement des organismes qui, eux, ne font pas que aider, ils peuvent recommander auprès des employeurs, mais leur action principale, elle est aussi à destination de ces personnes pour les préparer au marché du travail, justement, pour pouvoir expliquer aussi le délit, pour pouvoir refaire un CV, expliquer un petit peu, les préparer vraiment à occuper un emploi. Et donc, elles sont vraiment très précieuses pour ça. Et la plupart du temps, c'est sûr que la pratique, c'est qu'il y a beaucoup de vérifications qui sont faites sur les antécédents judiciaires, puisque vous avez la possibilité de faire des vérifications. Et puis dans les études qu'on avait faites, c'est quand même près de 50% des entreprises qui font des vérifications quasi systématiques. Alors nous-mêmes, on fait des recommandations en tant que comité consultatif. Qu'est-ce que ça serait finalement la bonne manière de faire pour recruter une personne avec des antécédents judiciaires, sans le savoir au départ, puisqu'on ne sait jamais au départ, il faut le vérifier pour le savoir. Nous, ce qu'on recommande vraiment comme pratique d'embauche, de bonne pratique d'embauche, c'est finalement de laisser la chance à cette personne, qu'elle participe au processus d'embauche et finalement de ne pas sélectionner en amont par le fait que la personne ait des antécédents ou non, mais à la fin. C'est-à-dire que c'est un peu laisser la chance à l'humain que vous avez en face de vous, qui vous permettra peut-être, comme vous avez rencontré la personne, de juger plus adéquatement en fonction du parcours de la personne. Des fois, la peine a été il y a 20 ans, la personne a fait un cheminement depuis. Et des fois aussi, vous pouvez voir que la peine n'a aucun lien
avec l'emploi qui est convoité. Parce qu'il faut aussi rappeler aux employeurs qu'il y a l'article 18.2 des droits de la personne, la Charte des droits et libertés québécoise, qui justement interdit le fait de discriminer une personne sur la base de ses antécédents judiciaires s'il n'y a pas de lien entre le délit qu'elle a pu commettre et l'emploi qu'elle souhaite occuper. Donc c'est pour ça c'est toute une bonne pratique qui permet justement de finalement briser peut-être un peu un préjugé qu'on aurait dès le départ, avant même de rencontrer l'humain. Quand on rencontre une personne déjà, c'est très différent, on brise la glace, on voit l'individu derrière finalement le casier éventuel. Et donc c'est vraiment ce qu'on recommande, c'est finalement donner la chance humaine, regarder les compétences, c'est aussi ce qu'on dit dans notre campagne de sensibilisation, voir les compétences de la personne, regardez si c'est adéquat, regardez bien, et puis faites-vous votre opinion par rapport à cet ensemble d'éléments. C'est très quand même complexe, hein, c'est très bien dit. Au niveau du chiffre, là, si on revient là, à une personne sur 5, puis 1 million de personnes, est-ce qu'il y a quelque chose qui explique en gros ce chiffre-là de vos, j'imagine que vous avez fait des études là-dessus. Qu'est-ce qui explique cette augmentation là, parce que c'est quand même un gros chiffre là, si on regarde là, au Québec, là, on est quand même 8 millions, c'est presque une personne sur 8. Ouais, ouais, tout à fait. Bah, ce qui peut, je vous dirais que vous pouvez attraper un casier, je dirais presque assez facilement. Il suffit d'avoir, par exemple, été en soirée, d'avoir bu un peu plus que la normale, et puis vous prenez votre auto, et puis vous pouvez avoir un casier judiciaire pour justement faculté affaiblie, ce qui peut arriver des fois quand on est jeune ou autre. Donc, et donc après ça peut vous poursuivre encore dans le temps et avoir des impacts encore par la suite. Donc, c'est sûr que contrairement à ce qu'on peut penser, la surjudiciarisation ne veut pas dire qu'il y a plus de crimes qu'avant. Au contraire, ça n'arrête pas de baisser finalement, hein. On est dans des sociétés, paradoxalement, qui sont de moins en moins violentes, où la criminalité baisse depuis au moins plus de 30 ans. Donc, mais par contre, effectivement, c'est pour ça qu'il faut aller au-delà du fait d'avoir juste de dire ah cette personne a un casier judiciaire, je veux même pas regarder. Il faut aller au-delà de ça parce que ça concerne beaucoup de délits. Des fois, je dis pas je dis pas qu'il y a de petits ou gros délits, il y a différents délits parce que les personnes sont accompagnées pareillement, elles font le cheminement. Puis des fois, il y a des délits, comme je vous ai dit, qui ont pu être faits il y a très longtemps, hein, parce qu'il y a des enjeux au niveau pour obtenir le pardon, qui permet la suspension du casier judiciaire, c'est-à-dire qu'il n'apparaît plus, vous êtes pardonné en quelque sorte. Il y a des enjeux financiers, puisque ça a un coût important, hein, c'est presque 700 $. Ça peut aller au-delà parce qu'il y a des empreintes à fournir ou autre. Et des fois, c'est beaucoup d'argent pour certaines personnes. Donc, techniquement, il y a des personnes qui pourraient obtenir, qui auraient le pardon à l'heure actuelle, mais qui ne l'ont pas parce que c'est un coût financier ou une exigence administrative assez lourde qui fait que les personnes finalement ne le sont pas. Donc il y a des personnes qui même pourraient l'avoir, devraient être pardonnées. Il y a aussi ça, ce qui fait que ça fait un cumul. Parce que ça, c'est des mesures qui ont été prises il y a à peu près 5-6 ans. C'est au niveau fédéral, hein, c'est géré au niveau fédéral, ça. Et donc, effectivement, ça a été un peu durci pour pouvoir obtenir le pardon. Donc ça, c'est un effet d'accumuler effectivement des personnes qui ont toujours un casier judiciaire alors qu'avant, elles pouvaient être suspendues et pardonnées plus rapidement. D'accord. Écoute, merci beaucoup pour tes conseils. Je pense que s'il y a des employeurs qui se posent des questions, justement, vous avez des bels organismes sur place qui vont pouvoir les aider, même au kiosque, au salon de l'emploi. Vous avez dit justement, il y avait OPEX et j'imagine Via Travail qui peut également aider les employeurs qui auraient des difficultés. Si on aurait un petit conseil à donner là en dernier lieu pour les encourager justement, pour ceux qui se posent des questions en ce moment, ce serait quoi ton conseil pour les employeurs qui nous écoutent? Moi, le conseil, c'est vraiment celui-là. C'est si vous avez des questions, vous pouvez contacter soit le comité consultatif, mais le mieux, c'est vous avez la chance d'avoir un organisme sur place qui est spécialisé, qui a plus de 30 ans d'expérience dans le domaine, donc qui connaît très bien les personnes à qui il a affaire et qui pourra vous aiguiller. Donc, c'est vraiment, comme tu l'as très bien dit, c'est de contacter la ressource spécialisée en employabilité. Pour Laval, c'est OPEX donc 82 Laval, qui pourront vous guider et répondre vraiment à toutes vos questions. Mais en plus, ils connaissent très bien leur milieu, le marché du travail sur place à Laval. Donc, ils peuvent. Je pense que il faut pas c'est gratuit en plus, donc il faut vraiment pas se priver d'une expertise aussi pointue pour vous aider.
Et merci encore une fois, Yann, pour tous tes conseils judicieux. Je te remercie d'avoir été avec nous et d'avoir pris le temps de pouvoir nous partager là, ton expertise dans le domaine. Merci beaucoup.